Ce programme vous est offert par Illico Cash. Dès ce mardi 10 décembre 2024, les ménages congolais peuvent espérer un mieux-être socio-économique avec une baisse significative des prix des biens des premières nécessités sur l'ensemble du territoire national. Un accord a été trouvé entre le gouvernement et les importateurs. L'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a comparu comme renseignant dans le procès sur la surfacturation des forages. Il a rejeté les accusations de l'IGF contre lui. Quant à Guy Mikoulou, ancien ministre du Développement rural, il a insisté que les travaux d'exécution qui se font après lui ne reflètent pas les clauses du contrat signé en 2021. Et puis 10 morts, c'est le bilan d'une nouvelle attaque attribuée aux miliciens Mobondo à Kwamount. Les affrontements entre l'armée et cette milice sont signalés ces derniers jours. Dans le monde, Israël a détruit les principaux sites militaires en Syrie tombés aux mains des rebelles par au moins 250 frappes en série. Dans la région de Damas, on fait état de fortes explosions tout au long de la nuit. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Projet de révision ou changement de la Constitution. Vital Kamerhe a évoqué la question au cours d'une audience lui accordée par le chef de l'État. Ni pour ni contre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a défendu le fait que Félix-Antoine Tshisekedi a la qualité de prendre l'initiative et a par la même occasion demandé aux uns et aux autres d'attendre les conclusions de la commission annoncées par le président de la République. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, c'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation.
Baisse réelle des prix, le gouvernement souminois tient sa parole. Les importateurs s'alignent dès ce mardi 10 décembre 2024. Les ménages congolais peuvent espérer un mieux-être socio-économique avec une baisse significative des prix des biens des premières nécessités sur l'ensemble du territoire national. Une initiative cruciale qui répond à l'angoisse ressentie par la population face à la vie chère. Crispin Chibinkoufoua. Les principaux importateurs du pays, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo FEC, ont signé des accords à la primature sous l'égide de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette rencontre qui s'est tenue ce lundi 9 décembre 2024 a été marquée par la forte annonce des réductions des prix des produits essentiels tels que le poisson, les poissons salés, les laits, les sucres, la viande, les cuisses de poulet et les riz. Nous avons travaillé pendant 3 mois avec le vice-premier ministre de l'économie et son cabinet. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous sommes arrivés à un bon résultat. Le gouvernement a également confirmé sa décision de réduire certains prélèvements fiscaux, permettant ainsi aux consommateurs de bénéficier des prix plus accessibles. Avec ces mesures, le gouvernement congolais prouve son engagement à défendre les pouvoirs d'achat de ses citoyens. Les baisses des prix prévues entre 5 et 11% devraient impacter positivement les quotidiens des Congolais, leur offrant une bouffée d'oxygène après des mois de pressions économiques. Je serai moi-même sur le terrain demain pour aller le constater et le ministère de l'économie va continuer ce travail pour s'assurer que la baisse au niveau des grossistes se répercute jusqu'au niveau des détails. Toutefois, selon le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, la vigilance est de mise. Il a souligné l'importance de la participation active de la société civile pour garantir la pérennité de ces avancées. Et puis, les revendications des arriérés des anciens députés nationaux issus de la 3e législature se poursuivent. Hier lundi, un mémorandum a été déposé auprès de la première ministre Judith Suminwa à titre de rappel afin que la décision déjà prise entre la Chambre basse du Parlement et le gouvernement soit respectée. 35 milliards de francs congolais, c'est presque le total du montant des arriérés que revendiquent les anciens députés nationaux issus de la 3e législative auprès du gouvernement de la République. Montant que jusqu'ici, seuls 12% sont payés et considérés comme une goutte d'eau dans un verre. Willy Bolio, qui a pris la parole au nom de ses collègues, a signifié que leur revendication n'est pas une faveur, mais plutôt un droit reconnu par les textes qui régissent le fonctionnement des institutions du pays. Le budget que ce gouvernement est en train d'utiliser, c'est le budget que ces députés ici ont produit pour eux. Donc, nous avons produit le budget pour le gouvernement et le gouvernement se moque de nous. C'est pas compliqué. Il faut retenir une chose. Le gouvernement ne doit pas se moquer des eaux qu'il trouve dans la poubelle. Dans le mémo déposé ce lundi 9 décembre 2024 auprès de la première ministre Judith Suminwa, les collectifs des députés nationaux honoraires ont manifesté leur mécontentement sur la manière dont ces dossiers est traité et ont demandé à la première ministre de trouver une réponse avant les discours attendus du chef de l'État ce mercredi devant le Congrès. Madame Suminwa veut nous donner l'image que c'est la première ministre la plus dangereuse de la République. Parce que là, on doit se poser la question, plus méchante qu'elle, vous dépassez Satan, on doit trouver un autre nom. Ces collectifs des députés nationaux honoraires de la 3e législative de 2019 à 2023, dans leurs actions, ont déjà créé un incident au cours d'une plénière, l'incident qui avait poussé Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, à confirmer en public que l'argent revendiqué par ces députés honoraires s'est trouvé déjà à la banque, alors qu'en réalité, les montants ne constituent que 12% du montant revendiqué. Et puis, le député national Gary Sakata vient de déposer une proposition de loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie. D'après lui, c'est dans le but de lutter contre ces pratiques qui portent atteinte à l'unité et à la cohésion nationale. Il justifie sa démarche en encourageant le vouloir vivre ensemble. Alors je viens de déposer une proposition de loi
contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie. Et je dois quand même avouer que cette proposition avait déjà été déposée lors de la législature passée, mais qu'on a traîné les pieds pour pouvoir la passer en plénière. Donc je suis revenu parce que j'estime que les questions relatives au tribalisme, au racisme et à la xénophobie ne vont qu'en croissant, donc en grandissant, en nombre, de sorte qu'il est important de mettre fin ou du moins d'atténuer ces mauvaises pratiques qui portent atteinte à l'union, à la cohésion nationale, ainsi qu'au vouloir vivre collectif, qui sont des points indispensables pour l'unité nationale, ainsi que pour le développement de notre pays. Ça doit être une priorité pour le bureau et pour la nation tout entière, vu qu'il y a beaucoup de conflits au sein de notre pays entre différentes tribus. Il y a beaucoup de conflits entre nous et certains pays voisins. Nous pensons que le bureau va accorder une priorité significative et pour la faire passer le plus vite possible en plénière. Alors le fondement constitutionnel de l'initiative, c'est que de toute manière, nous modifions une ordonnance loi de 1966 qui était devenue désuète, dans la mesure où cette ordonnance loi ne prévoyait que le mécanisme répressif relatif au racisme et au tribalisme. Il faut bien reconnaître qu'actuellement, les questions de racisme où l'on mettait aux prises un blanc et un noir, l'un entra par la porte de gauche, l'autre à droite, ne sont plus de mise. Donc maintenant il y a plus de questions, d'autres questions qui sont nées d'ailleurs de nos pratiques et du développement de la presse ainsi que des réseaux sociaux. Mais l'avantage ici avec notre proposition de loi, c'est que au-delà du régime répressif, nous avons également mis des mécanismes préventifs. Nicolas Kazadi a comparu hier dans l'affaire des présumés détournements des fonds publics alloués à la construction des stations de collecte, de traitement et des distributions d'eau. L'ancien ministre des Finances a été entendu en tant que renseignant, disculpé depuis près de 2 mois. Dans ce dossier, il a apporté des éléments éclairant les zones d'ombre dans cette affaire, tout en dénonçant une campagne de manipulation orchestrée contre lui. Face aux accusations de détournement formulées contre lui, Nicolas Kazadi a dénoncé un manque de sérieux. Nous avons eu l'occasion de clarifier les choses et de faire voler en éclats tous les mensonges, toute la désinformation, toutes les calomnies, qui n'avaient qu'un seul but, c'est d'avoir la tête du ministre des Finances, qui a été un des ministres les plus performants de l'histoire de ce pays. Nicolas Kazadi a également refuté l'accusation selon laquelle il aurait favorisé les fils de Mike Kassenga, Eliel Kassenga, présenté comme directeur général de l'entreprise contractante, a agi en cette qualité et non en tant que fils du prestataire. J'ai dit, on a démontré, on n'avait même pas besoin de revenir là-dessus. C'était des propos dénués de tout fondement, comme s'il n'avait même pas lu le dossier qu'il avait en face de lui. Il parle d'une lettre signée par le fils du prestataire qui est directeur général de la société et qu'il a signé en tant que directeur général de la société pour demander qu'on fasse un paiement, pour préciser un compte qui est le compte de la société. Et il dit que c'est suffisant pour lui pour prétendre qu'on a payé le fils qui n'a rien à voir avec le contrat. Donc c'est vraiment une ignorance flagrante. Ce qui est désolant, c'est que cela vient d'un inspecteur des finances, celui qui a fait une déposition lundi dernier. Et c'est même inquiétant pour le pays. En attendant les verdicts, Nicolas Kazadi a réaffirmé son engagement en faveur de la justice tout en envisageant de porter plainte contre les auteurs des accusations qu'il juge infondées. En bref, au moins 10 personnes sont mortes brûlées lors d'une attaque des miliciens Mobundo ce lundi 9 décembre au village Aviation dans le territoire de Kwamount. 9 autres personnes ont survécu au feu mais gravement blessées. Selon les sources locales, toutes les victimes ont été prises en otage et enfermées dans une maison par les miliciens qui ont mis le feu. Prenons cette mise au point du coordonnateur du Centre d'opération d'urgence de santé publique au sujet de l'alerte de la société civile du Kwango. Cette dernière avait accusé le gouvernement d'être en retard dans la prise en charge des patients atteints d'une maladie fébrile d'étiologie inconnue dans la zone de santé de Panzi,
Au Kwango, le professeur Christian Gandou, affirme que le gouvernement, à travers l'Institut national de santé publique, avait déjà déployé une équipe multidisciplinaire d'experts dans cette province pour venir à bout de la maladie. Lors de la S49, il a été dénombré 604 cas suspects, dont 8 cas confirmés pour 0 décès, ce qui ramène le taux de létalité à 0% contre 0,41% au courant de la S48. Concernant l'épidémie de Mpox, la situation autour de la semaine 49, donc il faut noter que à cette semaine, on a enregistré 604 cas. C'est une légère augmentation par rapport à la semaine dernière, 48, où on était autour de 427 cas. Et de manière globale pour la létalité, pour l'ensemble des cas suspects, on est autour de 2,3%, ce qui n'a pas beaucoup varié avec les semaines antérieures. À ce jour, le cumul allant de la S1 à S49 est de 53 860 cas suspects pour 11 984 cas confirmés et 1255 cas de décès. Létalité des cas suspects est à ce jour à 2,33% pendant la S49 contre 2,39% à la S48. À ce jour, nous avons 416 cas notifiés avec 31 décès et les équipes nationales ont été multidisciplinaires, ont été déployées dans la province et même dans la zone de santé de Panzi pour améliorer les investigations épidémiologiques et même les investigations biologiques pour aussi prendre en charge les cas des personnes qui sont affectées. Nous notons les débuts du second passage de la vaccination contre la Mpox dans les zones de santé du bloc 1 ayant des doses de vaccination décongelées, à savoir Benadibele, Yakusu et Miti Mouressa, suivant l'ancienne stratégie en attendant les déploiements des superviseurs centraux. Nous signalons également à ces jours la vaccination de 349 prisonniers dans la prison d'Angenga dans la zone de santé de Guémena. Les enseignants de plusieurs institutions supérieures ont annoncé une grève sèche dans les universités à dater de ce mardi 9 décembre 2024, mais les professeurs et docteurs des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Goma et ses environs, après avoir suivi ce communiqué, s'y opposent. Dans une déclaration rendue publique à Goma, ils disent que cette décision va priver les enfants des vaillants militaires qui combattent aux différentes lignes de front de l'éducation. Professeurs et docteurs des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Goma et ses environs, après avoir suivi les communiqués décrétant un mouvement de grève sèche, déclarant ce qui suit. Le gouvernement étant dans la mise en œuvre des accords de Bibois 2, étant donné qu'à travers la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Madame Sombo Ayane Safi Mukuna Marie-Thérèse, le gouvernement a déjà passé commande de véhicules destinés au corps professoral, ce qui prouve sa volonté d'améliorer les conditions sociales des enseignants. L'Est de la RDC étant une zone à proie de guerres d'agression, le gouvernement concentre ses efforts pour rétablir la paix totale. Alors, priver les enfants de vaillants militaires qui combattent aux différentes lignes de front serait démoraliser et décourager ces derniers dont les enfants, plus de 2000 bénéficient des bourses d'études des gouvernements congolais dans nos institutions. Nous mettre en grève exposerait ces étudiants, afin de militaires, policiers, ex-combattants et autres victimes de guerre dans l'errance au risque de rejoindre les camps de l'ennemi. Pour ce faire, nous saluons la bonne volonté du gouvernement d'honorer ses engagements en rapport avec les accords de Bibois-D signés avec les bancs syndicaux de l'ESU. Et nous rassurons l'opinion que les activités se déroulent normalement dans nos établissements.
Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka, a procédé ce mardi 10 décembre à Goma au lancement du sondage de marché dans le secteur de l'eau dénommé Marché de l'eau. C'est par le biais de la Régie provinciale des services publics de l'eau et de l'électricité en collaboration avec l'Agence américaine pour le développement international, USAID, que cette toute première rencontre dédiée aux opportunités de gestion et d'investissement dans le secteur de l'eau est organisé. Il vise également à rassembler les acteurs du secteur privé du Nord Kivu afin de les sensibiliser sur les opportunités de participation dans le secteur de l'eau. Pacheco Kavundama. Cette initiative pionnière pour explorer les possibilités d'engagement des acteurs du secteur privé dans la fourniture de services d'eau au Nord Kivu a pour objectif de les rassembler et les sensibiliser sur leur implication dans ces domaines. Selon le directeur du programme des systèmes d'eau et d'assainissement durable, soit en sigle, qui est un projet de USAID qui appuie ce programme, cette initiative est d'une importance capitale. L'activité du système d'eau et d'assainissement durable de USAID que nous mettons en œuvre en partenariat avec Tetra Tech est rendue possible grâce au soutien du peuple américain au travers de l'Agence américaine pour le développement international, en sigle USAID. L'objectif global est de créer un accès amélioré, durable et équitable à l'approvisionnement en eau potable et à des services d'assainissement sûrs par la biais d'un système de marché développé au nord et sud Kivu. C'est le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka, qui a lancé cette activité. Il promet l'accompagnement de toutes les institutions provinciales pour la réussite de ces projets. Le gouvernement provincial du Nord Kivu est préoccupé par la question de l'eau et s'appuyant sur le nouveau cadre légal, s'engage à mettre à contribution les acteurs privés pour faire face. À l'occasion de cette activité, plusieurs panels ont été développés par les entités gouvernantes, les opérateurs de l'eau, ainsi que les fournisseurs de services et équipements de l'eau. Poursuivons ce journal pendant ce temps. Le parti cher à Fifi Masuka Saini, FIDEC, dénonce les fausses accusations portées contre la ministre de la Jeunesse, Noéla Ayeganagato, notamment sur le changement de la Constitution. Pour le FIDEC, il s'agit d'un mensonge. Depuis sa nomination au gouvernement, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noéla Ayeganagato, est de manière récurrente victime d'une série de messages mensongers et insultants sur les réseaux sociaux. Ses détracteurs se recrutent parfois au sein des formations politiques bien identifiées et même membres de l'Union sacrée de la nation, sa propre famille. Une injustice que son parti, le FIDEC, cher à Fifi Masuka, a décidé de dénoncer vivement. C'est le président de la Ligue des jeunes du Front des indépendants chrétiens, Mardoché Ntsele, qui est monté au créneau à cette énième occasion pour apporter tout son soutien à Noéla Ayeganagato, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, qui du reste prouve par ses premières actions qu'elle a les épaules pour élever les défis. De manière officielle, nous avons attendu la position de notre autorité morale qui s'est manifestée, qui a soutenu ce projet de changement de la Constitution. Mais comment expliquer que Noéla et de notre famille politique devraient aller en contre-courant avec son autorité morale, avec sa famille politique? Ça ne s'explique pas. C'est une campagne de diabolisation. Au sujet d'un faux débat qu'il a exposé en fin de semaine dernière, prétextant qu'elle s'opposerait au changement de la Constitution, il s'agit une fois de plus d'un montage odieux et insensé, vu que sa famille politique a déjà donné tout son accord. Bien que n'étant pas l'organisateur de la manifestation qui a donné la parole à la jeunesse de toutes les tendances, majorité opposition, société civile, Mardoché Ntsele affirme qu'il s'agit d'une formule correcte pour la démocratie. Elle a aujourd'hui une casquette officielle. Elle n'est pas la ministre de l'Union sacrée. Elle est la ministre de toute la jeunesse congolaise. Si elle organise une activité, elle ne peut pas inviter que les jeunes de l'Union sacrée, elle doit inviter tout le monde, parce que c'est une affaire de la jeunesse congolaise en général. Noéla Ayeganagato a effectué un sérieux état de lieu de son secteur depuis son arrivée dans le gouvernement.
ce qui conduira très prochainement à des réformes censées profiter à la jeunesse depuis les RDC, partout où elle se trouve, dans la capitale, en province ou dans la diaspora. Le président de la Fondation Maloua Billy Cléophas, ainsi que les chefs suprêmes et représentants légaux de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza Peve et Alongo, ont sensibilisé sur le changement de la constitution voulu par le président Tshisekedi. C'était au cours d'un grand rassemblement organisé au temple des Bangunza, situé sur Sayo à Kinshasa. Plus de détails dans ce reportage. C'est l'ambiance qui a régné au temple des Bangunza situé sur Sayo, dans la commune de Kassavubu. Le représentant légaux et autres responsables de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, Paveya, Longo se sont mobilisés autour de leur président général et chef suprême Mangele Silubasa pour s'enquérir des éclaircissements sur le changement de la constitution voulu par le président de la République Félix Tshisekedi. À la tribune d'honneur, les chefs suprêmes et président général de la Créatébem, Mangele Silubasa, et les présidents de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, principaux orateurs de ces rassemblements, ont démontré aux chefs de la religion autochtone et traditionnelle la nécessité du changement de la constitution. L'ambassadeur Mangele Silubasa a invité les membres de la Créatébem à s'impliquer dans la sensibilisation du changement de la constitution pour le bien-être des autochtones. Constitution na biso na article na moi liboso premier article bolobi état laïque mokaol et les états laïques non faut bâtir confession religieuse. Le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, a martelé sur la conscientisation de tous les Congolais pour l'effectivité du changement de la Constitution en vue du bien-être du peuple congolais. La Fondation Maloua, na grand chef religieux, ambassadeur Mangelezi, na bankum misusu ya bamangomba utoyoka keke tokoki kotika ngo na tata mokonzi mo côté. Cette campagne de sensibilisation lancée ces jours sur la transition de la Constitution afin de doter la RDC d'une nouvelle loi fondamentale, équitable et favorable à l'intégrité territoriale va se poursuivre dans tous les territoires du pays. Et puis pour terminer en bref, dans le monde, Israël a détruit les principaux sites militaires en Syrie, tombés aux mains des rebelles par au moins 250 frappes en série. Dans la région de Damas, on fait état des fortes explosions tout au long de la nuit. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On va prendre les rappels des titres à présent. Dès ce mardi 10 décembre 2024, les ménages congolais peuvent espérer un mieux-être socio-économique avec une baisse significative des prix des biens des premières nécessités sur l'ensemble du territoire national. Un accord a été trouvé entre le gouvernement et les importateurs. L'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a comparu comme renseignant dans le procès sur la surfacturation des forages. Il a rejeté les accusations de l'IGF contre lui. Quant à Guy Mikoulou, ancien ministre du Développement rural, il a estimé que les travaux d'exécution qui se font après lui ne reflètent pas les clauses du contrat signé en 2021. Et puis 10 morts, c'est le bilan d'une nouvelle attaque attribuée aux miliciens Mobondo à Kwamount. Des affrontements entre l'armée et cette milice sont signalés ces derniers jours. Dans le monde, Israël a détruit les principaux sites militaires en Syrie, tombés aux mains des rebelles par au moins 250 frappes en Syrie. Dans la région de Damas, on fait état des fortes explosions tout au long de la nuit. On va prendre à présent la revue de presse. Et c'est avec Héritier Ntamboa qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, Héritier. Merci beaucoup, Christian Kalonji. Bonjour et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Alors, un seul sujet d'actualité que vous avez donc retenu devant des juges de la Cour
des cassations. Hier, lundi, le ministre honoraire des Finances, Nicolas Kazadi, a défendu la transparence de sa gestion. Absolument, Christian Kalonji, et c'est l'un des sujets les plus exploités par les journaux et sites d'information parus ce mardi. À l'exemple, vous allez les voir juste derrière moi, de Forum des As qui mentionne procès forage. Nicolas Kazadi met à nu le vaste complot ourdi contre sa personne. Selon ce média, l'affaire des présumés détournements des fonds publics alloués à la construction des stations des collectes, des traitements et des distributions d'eau continue d'alimenter, n'est-ce pas, les débats en République démocratique du Congo face aux accusations des détournements formulés par l'IGF. Kazadi a, à en croire Christian Kalonji, Forum des As, dénoncé une légèreté déconcertante. Il a également réfuté, ajoutent les rédacteurs de cet article des presses, que l'accusation selon laquelle il aurait favorisé le fils de Mike Kassenga, Eliel Kassenga, présenté comme directeur général de l'entreprise contractante, a agi en cette qualité et non en tant que fils du prestataire. Faisons les tours des journaux et sites d'information parus ce mardi. Kalonji, Média Congo mentionne de son côté procès forage. Nicolas Kazadi rejette les accusations de surfacturation, accuse l'IGF de légèreté et défend la transparence de sa gestion. Comme lors de l'instruction, il a soutenu que les contrat de construction de 300 forages à travers le pays a été conclu avant plutôt sa prise des fonctions en tant que ministre des Finances. Renseigne le média qui note que d'après Nicolas Kazadi Christian, les irrégularités constatées dans ces projets sont aussi dues à la légèreté, comme je l'ai dit tantôt, observée dans la mission de contrôle de l'IGF. Selon ce média qui cite Nicolas Kazadi, d'un média à un autre. Puis j'en termine là-dessus. Christian Kalonji, Scoop RDC, écrit procès forage. Nicolas Kazadi fait parler la technicité des ventes. La Cour, le média, rapporte que Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances et actuellement député national, s'est dit soulagé d'avoir éclairé la Cour sur les différents contours de ces projets. Et l'objectif était, selon Kazadi, d'obtenir la tête du ministre des Finances. Selon les juges présidents de la composition, note Scoop RDC, la prochaine audience est prévue pour le 23 décembre 2024 en vue d'entamer l'étape du réquisitoire du ministère public et des plaidoiries pour les avocats de la défense. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mardi, Christian Kalonji. Je vous remercie de votre présentation, Héritier Ntambo. Merci beaucoup. Voilà qui boucle complètement ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi des partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.